Good morning poker. Le hand reading, la lecture des mains, au poker est une compétence essentielle qui consiste à analyser les actions, les paris et les comportements des autres joueurs pour essayer de déduire les cartes qu'ils détiennent. Cela implique de prendre en compte les informations disponibles, telles que les cartes sur la table, c'est-à-dire le board, les actions précédentes, les tendances de jeu, les adversaires et d'autres facteurs pour essayer de déterminer les différentes mains possibles qu'il pourrait avoir. Le hand reading est essentiel pour prendre des décisions éclairées pendant une main de poker. Les joueurs qui excellent dans cette compétence peuvent anticiper les actions de leurs adversaires, ajuster leur propre stratégie en conséquence et maximiser leurs gains en exploitant les faiblesses des autres joueurs. Pour améliorer votre capacité de hand reading, vous devez développer un sens aigu de l'observation, être capable de repérer des schémas de jeu récurrents chez vos adversaires et être capable d'analyser rapidement et précisément les informations disponibles. Il y a 3 piliers du hand reading. Une fois que vous aurez intégré ces 3 notions, vous serez beaucoup plus pertinent dans cet exercice. Sachez que les gens sont rationnels, ils agissent toujours avec une bonne raison, ils ne font pas n'importe quoi au hasard. Deuxièmement, lorsqu'une information provient d'une grosse mise, elle est plus fiable que lorsqu'elle provient d'une petite mise. Les grosses mises sont souvent révélatrices d'une main déterminée ou d'un range de mains déterminé. Et le troisième élément très important, c'est que la plupart des joueurs n'incorporent pas assez de bluff dans leur range. C'est-à-dire que très souvent, une grosse mise est synonyme de value. Premièrement, les actions. Quand un adversaire agit, ou quand vous-même agissez dans un coup, c'est avec une bonne raison. On va donc distinguer les 3 premiers profils dont vous aurez besoin pour améliorer votre Rochampoc, votre dispositif d'analyse de main. La première catégorie, c'est les nits. Les nits, c'est les joueurs les serrures en français, c'est les joueurs qui jouent très peu de mains et qui jouent essentiellement des mains premium. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils ont peur de perdre. Ils ont peur de perdre leurs jetons, ils ont peur de perdre le tournoi. Donc les nits sont des joueurs qui ont peur. Et donc comment on réagit par rapport à cela? Eh bien on va miser pour leur faire peur justement et leur faire croire en fonction du board, en fonction de différents éléments du coup, que on a touché et que eux, malheureusement, n'ont pas touché ce qu'il faut. Un exemple typique, un hits va être entré avec une paire d'as, une paire de rois, une paire de dames, mais au flop, il y a valet 7-7. Et donc il y a 2-7. Vous pouvez très bien miser et faire croire à un hit que vous avez un brelan de 7. Il se peut que dans certains cas, il fold sa paire supérieure. La deuxième grande catégorie, qui est la plus amusante et la plus répandue dans le monde du poker, ce sont les fiches. Les fiches au sens large, les sardines, les poissons clowns, les piranhas, etc., tous les petits poissons, ce sont des joueurs qui aiment risquer. On dit en anglais, le mot jouer veut dire game, mais aussi gamble, c'est-à-dire risquer en jouant. Et là, les fiches, ils aiment gamble, ils aiment risquer sur les coups. Et donc, leur action, ça peut être une action risquée, évidemment trop risquée par rapport aux mathématiques du poker. Et la troisième catégorie, une catégorie que vous aurez tendance à vouloir éviter au début, ce sont les règles. Les règles, c'est l'abréviation en anglais de regular, c'est-à-dire les joueurs réguliers, les joueurs expérimentés. Les règles ont un défaut,
c'est qu'ils sont prévisibles. C'est-à-dire que leurs actions sont tellement rationnelles que certains d'entre eux jouent toujours de la même manière. Et donc une fois que vous aurez déterminé la manière dont ils jouent telle ou telle situation, eh bien vous pourrez prévoir pratiquement ce qu'ils ont comme range de cartes et est-ce qu'ils ont touché au flop ou est-ce qu'ils sont en train de bluffer. La deuxième catégorie de, disons, de critères qu'il faut évaluer lorsqu'on fait du hand reading, ce sont les mises. Comme je vous ai dit en introduction, une grosse mise, c'est de la value. C'est-à-dire que le joueur a envie de faire grossir le pot, a envie de remporter le pot, et donc il mise d'une manière importante, au-delà des 2/3, par exemple, du montant total du pot. Ça peut être une mise pour protection, dans le cas où il y a beaucoup de tirages, et dans le cas où il a par exemple top pair avec un bon kicker. Et donc ça veut dire qu'une grosse mise, il n'y a pas assez de bluff dans les grosses mises. Il y a trop peu de bluff et donc ce sont des joueurs extrêmement prévisibles. Grosse mise égale value. Bien sûr, vous allez me dire, certains joueurs peuvent inverser et faire exprès de faire une grosse mise pour faire croire justement à de la value. Eh bien, vous aurez d'autres critères pour évaluer si cette mise est vraiment une mise en bluff ou une mise en value. Lorsque un joueur mise fort, il, ce qu'on appelle, polarise sa range. C'est-à-dire que ces cartes, elles sont soit des très bonnes cartes, soit c'est du bluff. Et il n'y a rien entre les deux. Par exemple, une main moyenne, la deuxième meilleure main, la troisième meilleure main du board. Et donc, une mise polarisée est plus facile à jouer parce que on a finalement que il ne reste que très peu de possibilités en termes de mains dans le range de l'adversaire. Soit il a touché très fort, et à ce moment-là, on est loin derrière, soit c'est du bluff, et à ce moment-là, on va regarder avec quoi on pourrait payer son bluff pour débusquer son bluff et faire un hero call. On paye pour finalement gagner parce qu'on était devant par rapport à son bluff. Les petites mises sont beaucoup plus compliquées à lire parce que ça peut être évidemment un tirage où on veut simplement contrôler le pot et avoir assez de pot odds, de code du pot pour pouvoir continuer son tirage de manière mathématiquement valable. Ça peut être un underdog, c'est-à-dire un joueur faible qui finalement est derrière, il est deuxième. Par exemple, un cas typique, il y a un flop avec As et puis deux autres cartes, et puis vous avez un joueur qui va miser son As, mais en réalité, il a un As avec un petit kicker, ce qu'on appelle un Ace Rag, un As avec par exemple As-5, et sachant qu'au flop, il n'a qu'une paire, la top pair, mais avec un mauvais kicker. Donc, il va être underdog dans le sens où vous avez par exemple As-10, donc vous avez un meilleur kicker que lui, et à ce moment-là, il va miser faiblement parce qu'il a une top pair, mais il n'est pas trop sûr de son kicker. Une autre possibilité, c'est une sonde, probe en anglais, c'est-à-dire qu'il veut miser petit pour voir un peu comment vous allez réagir. Par exemple, si vous avez une très bonne main, vous avez fait check, par exemple, hors de position, il mise, et un tiers de pot, par exemple, ou un quart de pot, et ça peut être, si vous lui revenez dessus avec un raise, ben, il aura compris que peut-être vous avez une très bonne main. Donc c'est une mise de sonde qui peut être une petite mise, mais ça peut être aussi un continuation bet, comme on a vu dans des épisodes précédents, par rapport au fait que le board n'avantage pas votre range ou le sien. Ça peut être un doute également, un joueur va miser petit, par exemple juste une blinde ou un quart de pot ou un cinquième de pot parce qu'il ne sait pas très bien où il en est
avec sa main par rapport au board. Et puis finalement, ça peut être aussi un bluff, une petite mise, où on ne veut pas trop risquer, mais on veut essayer d'emporter le coup. C'est très efficace contre des joueurs fit or fold, des joueurs FOF, c'est-à-dire des joueurs passifs, NIT, qui fold dès lors qu'ils n'ont pas la certitude ou la quasi-certitude d'avoir la meilleure main. Le troisième élément du hand reading, c'est les ranges eux-mêmes. Vous vous souvenez qu'on a abandonné l'idée de mettre un joueur sur une seule main ou sur deux ou trois mains maximum. Chaque joueur a un éventail de mains qui dépend de différents éléments. Le premier élément, évidemment, c'est la position. Plus on est en début de parole, en early position, en EP, plus on a un range serré. On joue, par exemple, 10-15% de la totalité des mains possibles. En milieu de position, on élargit le range aux environs de 20-25%. Et en late position, c'est-à-dire le cut-off et le bouton, on est sur pratiquement 35-40% de range d'ouverture, par exemple, d'un coup. Et puis, il y a les blindes où on est mal placé ensuite post-flop et on aura tendance à essayer de gagner le coup pré-flop. Donc, ça sera un mélange de call, de fold et de raise. Les ranges proviennent aussi du profil du joueur. Vous avez trois éléments à fournir sur un joueur pour le profiler. Ça, c'est fondamental parce que ça va complètement modifier son range théorique standard, on va dire, par rapport à la position. Un joueur, d'abord, il est soit serré, soit large. Un joueur serré, c'est un joueur qui joue peu de mains, en dessous de 20% de toutes les mains, 20-25%. Et un joueur large, c'est un joueur qui joue plus que 25%, 30%, 35%, 40% en moyenne. Évidemment, en tenant compte, encore une fois, de la position. Un joueur peut être compétent ou incompétent. Un fiche, par exemple, ne va pas tenir compte de la position et va jouer, par exemple, roi-dame, off, quelle que soit la position, que ce soit en début de parole, il va par exemple limper roi-dame, ou il va également limper roi-dame au bouton. Donc il ne tiendra absolument pas compte de la position. Un joueur incompétent ne va pas non plus tenir compte des autres profils de joueurs. Et un joueur incompétent va faire des sizing, des mises qui sont complètement aléatoires et qui ne correspondent pas à la situation. Ce qui est sûr, c'est que un joueur compétent, eh bien, il va avoir un certain nombre d'actions qui vont être cohérentes. Et un joueur incompétent, il est plus difficile à jouer parce qu'il est imprévisible. D'un autre côté, il va rentrer dans des mains où il n'aurait jamais dû rentrer, des mains trash comme par exemple roi 6 off, et puis le flop arrive, il y a un roi, et là il va s'emballer, alors que un joueur serré en début de parole était rentré avec As-Roi ou Roi-Dame suité et va le dominer tout le coup. Donc c'est très important de déterminer si un joueur est plutôt serré ou plutôt large. Évidemment, vous aurez des joueurs qui seront entre les deux, hein, mais il y a des joueurs qui sont manifestement larges. En anglais, on dit loose, et serré, on dit tight. Et donc, après, si c'est très serré, on dit knit, les fameux knits qu'on a vus précédemment. Ensuite, la troisième bascule, la troisième caractéristique d'un joueur, c'est d'être agressif ou passif. Alors, un joueur agressif, c'est un joueur qui va miser plusieurs fois avec une fréquence sur les 4 streets, pré-flop, flop
turn et river, il va miser par exemple 3 fois sur les 4. Même si ce sont des petites mises, ça reste une fréquence agressive. Et un joueur agressif va évidemment aussi avoir tendance à miser de manière très forte. Donc plutôt des grosses mises. Donc on peut avoir une agression par la fréquence, le nombre de fois où on mise, ou aussi on peut avoir une agression par le fait de miser brutalement, par exemple, un grand montant, une grande partie de son stack. Un joueur passif, c'est l'inverse. C'est un joueur qui va passer son temps à faire check ou call ou limp. Et donc ces joueurs-là, il faut les repérer parce qu'évidemment, ils peuvent être passifs, incompétents et donc folder des mains qui étaient en fait gagnantes, euh, mais difficilement visibles comme étant gagnantes. Et donc il est très important pour le range d'un joueur de comprendre s'il est serré ou large, compétent ou incompétent, agressif ou passif. Mentalement, lorsque vous démarrez un tournoi ou une partie, vous laissez passer un certain nombre d'orbites, c'est-à-dire du bouton vers le bouton, c'est 8 joueurs, donc 8 coups, égale une orbite, où vous aurez fait toutes les positions, et vous laissez passer à peu près 2 orbites en début de tournoi pour essayer de déterminer, si vous ne connaissez pas du tout les joueurs, s'ils sont serrés ou larges, plutôt compétents ou plutôt incompétents, plutôt agressifs ou plutôt passifs. Et donc vous aurez comme ça un profil de base des joueurs. Attention, même sur 2 orbites, vous pouvez avoir un joueur qui est compétent mais qui est dans un désert de cartes et donc qui va paraître comme un joueur complètement neat, alors qu'en réalité, il n'a tout simplement pas eu d'opportunité par rapport à son range habituel de pouvoir rentrer dans le jeu. Inversement, vous pouvez avoir un joueur qui apparaît comme passif parce que à 3 ou 4 reprises, il a eu des paires servies, des paires pocket, des petites, qu'il a voulu set mine, qu'il a voulu transformer en brelan. Et donc à chaque fois, il a simplement collé ou complété dans les blindes. Et donc il apparaît comme passif par rapport à la situation. Et ensuite au flop, il n'a rien touché, donc il a fait check, etc. Et donc il peut apparaître comme passif alors qu'en réalité, c'est une question de circonstance. Le troisième critère qui modifie les ranges par rapport à un range de base, ce sont les actions et les mises des joueurs. Donc, c'est très parlant. Une action pré-flop, par exemple un 3-bet, ça veut dire forcément une bonne main. Personne ne va faire un 3-bet avec 8 et 6 off, sauf à vouloir complètement inverser et induire en erreur les gens. Mais comme les gens sont rationnels, c'est le premier pilier du dispositif de lecture des mains, de hand reading, eh bien, une action équivaut à évidemment le fait que on a quelque chose. Quoi? C'est à nous de voir par rapport à tous ces éléments-là. Et donc, petite mise, vous vous souvenez, grande mise, vous vous souvenez. Et donc, le fait de ne pas miser, c'est une action. Le fait de faire check, par exemple, c'est une action. Et puis, le quatrième élément, qui est fondamental pour les ranges, c'est le board. C'est-à-dire ce qu'on voit sur le tapis. Évidemment, on ne voit rien pré-flop, donc il s'agit des actions post-flop. Donc, il y a différents types de boards. On va faire tout un atelier sur les différents types de boards et comment ça conditionne nos mises et nos différentes actions. Mais le board, c'est clair que ça conditionne le range des joueurs. Voilà comment on fait pour faire une lecture de main. Au début du coup, voilà le range de nos adversaires.
Et voilà notre range. Évidemment, vous vous dites, c'est la totalité de toutes les cartes qui existent. Vous vous rappelez, en bas, en rose, ce sont les cartes off-suite, de As-Roi off-suite jusqu'à As-2 et jusqu'à 3-2 off-suite. Et en jaune, les cartes suitées, les mêmes. Et au milieu, en bleu, les paires, de la paire de 2 à la paire d'As. Au début d'un coup, chacun des joueurs, on leur distribue 2 cartes et en fait, ils peuvent avoir n'importe laquelle des 169 mains possibles du poker. 13 x 13, puisqu'il y a 2 cartes par joueur cachées. La clé du hand reading, c'est le shrink. Shrink, ça veut dire rétrécir en anglais. Et donc, chaque action, chaque élément de ce qui se passe rétrécit le range. Voici le range de Vilain. Vilain, c'est notre adversaire. C'est un joueur reg, donc on sait qu'il est compétent, il est expérimenté. Il est UTG, vous vous souvenez que UTG, ça veut dire under the gun, c'est-à-dire il est premier de parole pré-flop. RFI, ça veut dire raise first in, ça veut dire c'est le premier qui va ouvrir le coup. Raise first in. C'est évidemment un élément très important, puisqu'étant UTG, il est en premier de parole, il est early position, et il ouvre de 3 bébés. Et bien ça, pour un joueur reg, ça veut dire ce range-là. Alors évidemment, et ça fait 16% de toutes les mains possibles du poker. Donc vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas d'as off-suite. Le premier as off-suite, c'est as-valet. Et suiter beaucoup de mains pour avoir naturellement la possibilité de faire une flush, une nut flush, une flush maximum, donc de As-2 suité jusqu'à As-3 suité. Évidemment, c'est une possibilité. Si vous regardez dans tel ou tel, on va dire, site ou dans telle ou telle vidéo, vous allez voir que les ranges varient. Mais un range, en général, par rapport à ce type de joueur, voilà le range sur lequel on peut partir au départ. Certains joueurs ne démarrent pas à 5-5, mais ils démarrent plutôt à 6-6, voire à 7-7, s'ils sont un peu serrés. Et au contraire, s'ils sont plus larges, vous pouvez étendre jusqu'à la paire de 2, qu'un joueur reg pourrait ouvrir 3 bébés UTG. Évidemment pour faire un set mine, mais aussi pour impressionner les adversaires qui suivent, car une ouverture UTG d'un joueur compétent est toujours prise en considération. Ici, pour mémoriser, vous avez le fameux pivot à 9 suité, de As-9 jusqu'à 10-9, et donc toutes les mains suitées qui ont un 9 dans l'une des deux cartes sont jouées. Il y a aussi une main un peu intéressante, c'est le 10-8 suité, et puis après, vous avez 9-8, 8-7 et 7-6 suités, qui sont des connecteurs suités. 10-8, c'est un connecteur gapé suité, et qui sont des mains qui sont très intéressantes pour faire des quintes, notamment, voire des quintes flush. Et donc voilà un range d'un joueur reg. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez vous contenter de cela. Ensuite, tout dépendra du board, tout dépendra des autres paramètres de la lecture de main. Mais c'est un point de départ. Mais vous ne pouvez pas dire, tiens, je le mets sur As-Roi. Ça serait beaucoup trop réducteur dans le coup. Un fiche aurait ouvert UTG peut-être avec As-5 off. Et donc vous n'aurez pas du tout, en fonction du profil du joueur, le même range par rapport au profil que vous avez évalué. À vous de rectifier le range en fonction du profil des joueurs. À chaque street, c'est comme un lavage en machine. Ça shrink, ça rétrécit le range.
au, au mieux, ça peut être le même range qui se reproduit d'une street à l'autre, notamment quand les deux joueurs ou les trois joueurs qui sont dans le coup check. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que comme ce joueur a ouvert 16% des mains, on vient d'éliminer pour ce type de joueur 84% des mains qui ne pourront pas être prises en considération dans la suite du coup. Et le flop arrive, c'est un flop où on a, nous, payé au cut-off avec 8 et 6 à carreau, et on a un flop très sympa pour nous, dame de carreau, 10 de carreau, 9 de cœur. Vilain, c'est-à-dire le joueur qui avait ouvert UTG, c'est bête, il fait un continuation bet, puisque c'est lui qui avait ouvert pré-flop, il continue à miser post-flop, un tiers de pot. Un tiers de pot, avec quelle main il aurait fait autre chose? Avec quelle main il aurait check? Avec quelle main il aurait fait pot bet ou 80% du pot, c'est-à-dire une mise forte? Là, on est sur une mise faible. Or, ce flop, ce board, il est très drawy, il est très, très dangereux. Il y a des tas de possibilités de quinte ou de couleur. Et donc, il mise que un tiers du pot. Ça élimine énormément de mains par rapport au fait de mains qui auraient fait un check ou par rapport aux mains qui auraient fait euh, un pot bet pour protéger par exemple une main meilleure. Avec par exemple les As, est-ce que vous pensez qu'il se serait contenté de miser un tiers de pot? Non, il aurait probablement misé deux tiers de pot, 80% du pot, voire le pot entier, pour se protéger d'un tirage quinte ou tirage couleur. Évidemment, si quelqu'un a déjà, par exemple, roi 8, c'est fini. Euh, il aurait déjà la quinte, mais il pourrait se protéger contre le tirage couleur, puisqu'on a dame et 10 à carreau ici. Donc il aurait misé plus fort. Avec les rois aussi, c'est une overpair, il aurait misé plus fort. Avec les dames, oui, il aurait probablement misé plus fort, parce que bien qu'ayant un brelan, il craint la quinte et la couleur. Un joueur incompétent, ici, peut-être il aurait tenté de trap avec son brelan de dame, ou s'il a les 10 ou les 9, avec le brelan de 10 ou le brelan de 9, parce qu'il ne verrait pas le danger du board par rapport à tous ces tirages. Donc, le pilier 2 du handholding que nous avons vu au début nous dit mise forte égale value et protection. Donc des brelans, des overpairs ou une top pair sans tirage comme As-Dame et Roi-Dame. Même chose avec deux paires comme Dame 10, Dame 9 et 19. Tout ça, ça aurait misé fort. Et donc, le fait qu'il ait misé qu'un tiers du pot veut dire que, en réalité, ces mains-là, il ne les a plus dans son range. Et on va maintenant éliminer d'autres choses qui sont les paires, comme paire de 8, paire de 7, paire de 6, paire de 5. Il les aurait checkées car il n'a aucun intérêt à miser ici par rapport au fait que ce sont des paires qui sont battues par quelqu'un qui, son adversaire aurait touché paire de dames ou paire de 10 ou paire de 9. Sauf peut-être paire de 8 qui a un tirage en quinte gutshot, c'est-à-dire avec un trou au milieu. Dame 10, 9, 8, il manque le valet. 8 et 7 et 7 et 6 également sont des mains que on aurait checké ici en ayant ouvert. Certains auraient fait un tiers de pot aussi, donc c'est indécis.
c'est pas une science complètement exacte, c'est pas du laser le hand reading, sauf les grands champions évidemment. Avec As-Roi, probablement c'est un check aussi, pour éviter qu'on nous revienne dessus. Et puis avec As-Roi, on a une gutshot avec le valet. Et voilà, donc ce qu'on appelle les deux overcards, c'est aussi un check. Là, on est sur le pilier 3 du hand reading, c'est que la plupart des joueurs ne bluffent pas assez. On pourrait très bien faire un c-bet avec des gutshots ou avec des overcards ici. Ça rendrait moins lisible la mise c-bet un tiers de pot. Et donc, au flop, il faut souvent miser non seulement pour value, mais aussi en bluff. Et c'est assez contre-intuitif, mais au flop, on doit miser jusqu'à 2 tiers de la totalité de son range en bluff. Donc il y aurait eu beaucoup de mains qu'il aurait fallu miser en bluff ici. Mais on peut les écarter parce que un reg est tout à fait lisible et il n'y a pas assez de bluff dans son range. Et donc on a pu éliminer toutes les mains que vous voyez ici et qu'on a rayées. Les as suités sont des bons candidats à ce tiers de pot. Évidemment, les as suités à carreau, sauf ceux que nous bloquons par les cartes du board et ceux qu'on bloque nous. Donc on va enlever as 8 d'ailleurs et as 6. Voilà comment on a réussi à faire shrink again, à rétrécir le range de l'adversaire, où il ne reste plus grand chose, par rapport à sa mise de 1 tiers de pot. Shrink again, le turn c'est une brique, un 2 de pique. Une brique, c'est-à-dire c'est une carte qui ne change pas grand-chose à la situation, puisqu'elle ne fait rentrer ni la couleur, ni la quinte. Vilain check. Que faisons-nous? Que veut dire son check? Autant au flop, on a pas mal de bluff, 2 tiers de bluff pour 1 tiers de value. Au turn, on est justement au tournant, c'est-à-dire qu'on a 50% de bluff, 50% de value. Et donc, ici, un check veut dire, ma situation, ça n'a pas changé. Ça peut vouloir dire tirage, ça peut vouloir dire faible. On décide de check back. Pourquoi? Parce que nous, on a 8 et 6 de carreau, et donc, en faisant un check back, puisqu'on est en position, on check après lui, on va avoir ce qu'on appelle une carte gratuite par rapport au tirage, au flush draw, au tirage couleur. Du coup, son range reste inchangé et le nôtre aussi. Et si nous, on avait touché quelque chose, ici, on n'aurait peut-être pas misé au flop, mais là, on aurait misé pour value la quinte comme roi-valet ou valet 8 pour éviter justement le tirage flush. On arrive à la river et c'est la river magique qui nous donne un 2 de carreau. Bon, ça fait rentrer une flush pour nous, on est très content. Mais c'est loin d'être la flush max. Donc, vilain peut avoir des as avec à carreau, avec un carreau, enfin deux as, as et un carreau, un kicker carreau, ou roi kicker carreau, ou différentes autres possibilités comme les valets qui sont restés, qui sont une paire intermédiaire juste en dessous de la paire de dames, et vilain check. Donc, est-ce que il aurait fait ça avec la flush max, comme par exemple as roi de carreau, as valet de carreau, as 10 de carreau, as 9 de carreau, ou as 2 de carreau? C'est peu probable,
parce qu'il va rater beaucoup de value en faisant ça. Parce que nous, on n'a plus qu'à check back, et donc si jamais il avait une meilleure flush, ben, il va gagner le pot, mais pas à la river. Et on dit dans ce cas-là que un joueur se value cut, c'est-à-dire qu'il perd de la value sans miser. Il faut essayer d'imaginer le nombre de streets maximum qu'on peut miser. Rappelez-vous que la river, c'est la street la plus honnête. Il y a 2 tiers de value et 1 tiers de bluff, qui est la bonne proportion entre la value et les bluffs. Mais la plupart des joueurs sont à 90% de value et 10% de bluff, voire 0% de bluff pour certains joueurs. Et donc, quand on a une mise sur la river, ça veut dire value. Quand on n'a pas de mise, surtout une belle mise. Quand on a un check, ça veut souvent dire j'ai rien, ou alors je trappe. J'essaye de piéger. On va donc miser notre flush en value, mais avec quoi il pourrait nous payer? Il va nous payer évidemment avec les as gros kickers, avec as-2 qui fait brelan à la river, avec dame-valet qui fait top pair, as-10, as-9, toutes les mains qui font au moins une paire. Nous misons 2 tiers de pot à la river en value et il nous raise all-in. Avec quoi ferait-il cela? Est-ce que c'est il nous a piégé ou est-ce que c'est du bluff? Autrement dit, est-ce qu'il a transformé sa main en bluff? Alors, la question est très simple. Quelles mains nous battent? Toutes les mains suitées à carreau et c'est tout. Il y a une doublette du 2. Vous vous rappelez que ça veut dire qu'il pourrait avoir carré de 2. Ou bien dame 2, 10 2 ou 9 2 pour un full. Toutes ces mains battent notre couleur. Mais aucune de ces mains n'est possible. Parce que dans le range de départ UTG, la paire de 2 n'y était pas. Et donc, elle ne peut pas revenir dans notre système de lecture. C'est un pilier fondamental. Les gens ne font pas n'importe quoi, bon, sauf dans les free rolls ou quand ils sont en tilt ou bourrés ou des débutants complets. Mais est-ce que Villain aurait pris le risque de nous check pour nous piéger avec son all-in? Sachant qu'il n'a pas du tout un full, un carré de 2, etc. Donc qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a le pari qu'on va faire, c'est qu'il a transformé sa main en bluff, ou, lorsque c'est un fiche, il croit être devant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas vu que le tirage couleur est rentré. On paye, on fait ce qu'on appelle un hero call. Il nous montre As-2, c'est-à-dire brelan 2, perdant. Le showdown a confirmé notre lecture de main et notre décision de call. Évidemment, j'ai pris un cas où on gagne, et il y aura un certain nombre de cas où vous allez être stupéfait par le showdown, et c'est là où ça devient intéressant. Vous allez rectifier, et vous allez apprendre, et vous allez affiner votre hand read au fur et à mesure. En résumé, le hand reading vous permet de cerner les mains possibles par rapport à un coup et d'améliorer considérablement votre prise de décision. Rappelez-vous que les gens sont rationnels, ils ne font pas n'importe quoi. Sauf dans des cas de tilt ou des cas où les joueurs ne se maîtrisent plus. Les grosses mises ont du sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui mise gros, ça veut dire quelque chose. Au contraire, les petites mises ont moins de sens. On ne peut pas exclure quelque chose de complexe dans une petite mise. Une grosse mise, elle polarise. Elle donne du sens à la mise. Les gens ne bluffent pas assez.
ou au contraire, certains bluffent beaucoup trop. Mais surtout, la plupart des gens ne bluffent pas assez, et surtout à la river. Le range rétrécit à chaque street, ou est au moins égal au précédent. Il ne peut pas augmenter. Et du coup, les mains qui sont sorties du range ne peuvent pas y revenir. Entraînez-vous, entraînez-vous encore et comparez avec votre showdown, même quand vous n'étiez pas en train de jouer dans le coup, et essayez de déterminer le range des joueurs qui étaient dans la main, et essayez de voir si vous aviez deviné que la main qui apparaît ou les mains qui apparaissent étaient bien les mains qu'on voit au showdown. Si elles sont à l'extérieur du showdown, revoyez vos profils de joueurs, revoyez vos ranges. Le hand reading, c'est le secret absolu des grands champions. Le plus connu pour la lecture des mains, c'est Daniel Negreanu et le fameux Stu Ungar, qui n'est plus et qui était un grand champion également pour avoir remporté 2 fois les World Series of Poker et qui était un spécialiste de la lecture des mains. À bientôt!